Catherine, où es-tu? Nous sommes dans le virtuel. Là, je te vois, bravo. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous. Ça a passé à ça que je puisse être à Caraquette en personne, mais cela dit, c'est assez plaisant les s'apparenter puis les spectacles en hybride comme ça parce que partout au Canada français, on peut faire partie du Festival acadien de la poésie. Donc ça, c'est très plaisant. Je suis contente d'être avec vous. Bonjour, Serge Patrice Thibodeau. Bonjour, Catherine. On se voit dans un milieu beaucoup moins urbain que la seule et dernière fois où on s'est vu. Mhm. Oui, on se lit, on s'entend sur différentes scènes, mais c'est vrai que je pense que la seule fois qu'on s'est rencontrés en personne, c'est au Salon du Livre de Montréal. Oh non, c'est à Toronto, aux Voix de la Poésie. Ah, aussi, bien sûr. Ça- Bien sûr. Ça C'était une aussi, belle c'est soirée, hein. absolument. Je suis vraiment contente de plonger dans cette poésie-là aujourd'hui. Comme le disait Jonathan Roy, l'architecte du festival, poète, faiseux de rencontres ici à Caratet, a dit ta lecture, ça sifflait, Serge Patrice. C'était une lecture qui était magique. C'est tellement plaisant de pouvoir lire des recueils au complet, mais aussi de se les faire lire, surtout par le poète ou la poète lui-même, parce qu'on a l'impression qu'on touche à quelque chose d'autre que ce qu'on a lu quand on l'a lu seul. Mhm, Donc, aussi, évidemment, tu as commencé en nous parlant de cette contrainte-là. mhm. Oui, As-tu bien. envie de revenir là-dessus, cette idée de la contrainte puis ce sens de la liberté que tu trouves que ça t'a donné? Est-ce que c'est lié ou c'est le 22e livre qui a emmené une liberté de plus qui, lui, a permis la contrainte? Mais il faut dire que pratiquement chacun de mes livres sont basés, partent d'une certaine contrainte et c'est beaucoup moins inhibiteur qu'on pourrait croire parce que ça déclenche d'autres processus créateurs. Et tu as raison de dire que quand on entend les poètes avec leur voix, leur intonation, leur accent aussi, avec leur corps, euh, moi ça me fait dire que la poésie, finalement, un livre de poésie, c'est comme une partition musicale et que c'est des lettres noires mortes sans vie sur une page de papier blanc, tant qu'on ne lui donne pas vie en l'interprétant. Comme on peut avoir une belle sonate de piano, puis s'il manque le pianiste, on ne l'entend pas. Et on m'a souvent dit, ben, tu as une vision romantique attardée de la poésie. Mais je reviens aux voix de la poésie. Moi, j'aime entendre la voix des poètes parce qu'après ça, quand on lit leurs livres, on les entend à la lecture. Et dans ce cas-ci, ben, c'est aussi une expérience auditive parce que je me suis entendu à la radio, puis je trouvais que mon accent était reconnaissable comme le profil de l'Himalaya à l'horizon, et que je me suis dit, ah, ça serait amusant si j'enlevais les R. Et j'ai commencé à bricoler, puis c'était pas évident, là. C'était vraiment du macramé au début. Puis en lisant, c'est devenu obsessif-compulsif. Chaque fois que je voyais un mot, je me faisais des listes de mots. J'ai des grandes listes de mots que je mettais devant moi, puis là, je faisais des associations et c'est comme ça que j'ai construit des images. Et aussi, je voulais mettre le moins d'affect possible en adjectif puis en adverbe, mais d'essayer de créer quand même de l'émotion avec les images, juste par la construction des images. Et je me suis pris à mon propre jeu et je ne pouvais plus arrêter au bout de 3 ans. Et en revenant d'un dernier séjour à l'étranger, je me suis aperçu que j'avais assez de matériel pour écrire Chemin sans fin. Donc, Chemin sans fin est parti de carnet de voyage où j'avais des pages et des pages et des pages de mots ou d'expressions. Et j'ai encore gardé ce maudit réflexe à chaque fois que je lis ou j'ai entendu une chanson de Daniel Bélanger. T'es la plus belle saison de ma vie, quelque chose comme ça. Puis j'aurais pu le citer parce qu'il n'y a pas de R dans son nom. Ben, il y a un R muet. Et c'est rendu que j'ai le réflexe, j'entends tout ça. Donc, c'était une belle contrainte. Et oui, ça m'a permis de dire ce que je voulais. Je vais dire aussi pourquoi. Si tu es sûrement consciente de ça, Catherine. Il y a beaucoup de censure, hein, en littérature, malheureusement, depuis 20-30 ans. C'est épouvantable dans les écoles. Alors, je me suis dit, c'est pas un livre pour les écoles. Moi, j'écris pas pour les écoles. Et donc, j'avais envie voilà, de me lâcher lousse et de dire ce que j'avais envie de dire. Ben, c'est fascinant, cette conception, construction d'image-là. Puis, ben, c'est pour ça, je pense, en partie qu'on discute aujourd'hui, moi aussi.
je suis absolument convaincue que la voix du poète et que la place du poète est dans l'espace public, sur la scène, en Mhm. train de parler sa poésie aux gens, en train de lire. Puis effectivement, tu sais, les poèmes peuvent être lus absolument autrement. Ça, c'est quelque chose qui est très beau aussi quand quelqu'un a lu un Mhm. poème, puis l'entend par le poète ou la poète, puis c'est une conception complètement différente. Oui. Mais ça, c'est ce qui est beau aussi. Mais cette voix ajoutée là, des poètes sur les textes, c'est un sentiment qui ne se retrouve pas autrement. Puis ça c'est vraiment important et intéressant. Dans cette liberté-là là, du texte, tu vois, ben, moi, je te lis depuis très longtemps, comme la plupart des gens. Quel, quel recueil au pluriel. Puis cette liberté-là, elle m'avait pas frappée sur le coup, tu sais. C'est un recueil qui est sorti en 2021. Tu Mhm. sais, tu mentionnes un vocabulaire plus coloré, que c'est pas pour les écoles, évidemment, sauf que, tu sais, 2020, 2021, puis dans le monde dans lequel on habite, envoyer chier Dieu, se révolter contre les enculés, dire fuck you au monde, c'est quelque chose où on est rendu parce que on habite un monde ambiant auquel on n'adhère pas, auquel c'est très difficile pour les artistes, pour les gens qui croient à la communauté puis à la société. Tu sais. Fait que Mhm. tu vois, ça m'avait vraiment pas marqué à la lecture, mais maintenant qu'on en a parlé, je suis comme, ah oui, je peux voir Mhm. ça. Et puis ça, est-ce que c'est une manière de contrer en poésie? On nous dit souvent qu'on écrit donc bien des poèmes tristes. Oui. Puis ce recueil-là, effectivement, tu dis que tu as ri du début à la fin, mais dans la lecture, ça paraissait, c'était jovial, c'était ludique, et Mhm. pourtant, il y avait des mots et du vocabulaire utilisé super violents. Oui. Est-ce que ça, c'est venu au-delà de la contrainte? Est-ce que c'est venu dans l'environnement dans C'est lequel venu on tout vit? seul. C'est le flux de la conscience. Puis justement, je me suis dit, t'as envie de le dire comme ça, tu vas le dire comme ça. Et tous les termes scatologiques, ben, je me suis rendu compte après le décès de ma mère qu'elle avait un langage avec une multiplicité de propos scatologiques qu'elle se gênait pas. On était tout petits. Allez pas marcher dans marche de poule pour venir marcher sur mes planchers après ça. Essuyez vos pieds sur le perron. Et donc, je me suis aperçu, quand je dis le langage des poules et des patates et du fumier, ben moi, j'ai grandi sur la ferme traditionnelle de mon grand-père. Et je pense que j'ai été immunisé contre toutes sortes de maladies parce que j'ai passé beaucoup de temps dans l'étable. Puis on mangeait de la terre. Donc, puis le contact de très très près avec les animaux et de la réalité de la terre, l'odeur de la terre, l'odeur du tas de fumier au printemps qui dégèle. Puis ensuite qu'on va pelleter le fumier pour le mettre dans les jardins. Donc, j'ai jamais parlé de ça. Et ça sortait, c'est sorti comme ça, puis je me suis dit, ben, je laisse ça comme ça. J'avais envie Oui. de le dire comme ça. Puis c'est certain qu'il y a là je vais utiliser un gros mot, de Roland Barthes, il y a des biographèmes, des traces biographiques, c'est certain, parce que j'écris à partir de mon expérience et à partir d'elle seule. Mais ce livre-là n'a pas été écrit au je, parce que le je n'aurait pas pu contenir tout ce que le il contient. Et là, je me serais peut-être censuré. Et l'autre raison pourquoi c'est pas écrit au jeu, c'est qu'en l'espace de 7 ans, de 2014 jusqu'en décembre dernier, j'ai écrit 2200 pages de carnet au jeu. Fait que je pense que sans en être conscient, quand j'écrivais de la poésie, c'était une libération de ce jeu, de ce trop-plein que je portais en moi, qu'il fallait qu'il sorte. Et là, j'avais envie de faire autre chose. C'est sûrement inconscient, là. Je viens de m'en rendre compte il n'y a pas longtemps que parce que je questionnais pourquoi le il n'est pas un masque, parce que je dénonce les masques, je casse les masques dans ce livre-là. Donc, ce n'était pas une cachette pour me permettre justement un certain langage. Non, c'était pas du tout, c'était que je voulais en mettre un... De toute façon, tout ça, ça pourrait pas rentrer dans le jeu. Ça peut juste rentrer dans il et lui donner des facettes multiples. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est quelque chose de nouveau, pour moi en tout cas, que j'ai fait. Parce que j'aime bien aussi prendre de nouvelles tangentes, de m'aventurer sur des terrains que je ne connais pas. Et dans ce cas-ci, c'est un peu, j'ai dit ça l'autre jour, je ne me souviens plus à quelle entrevue, mais c'est un peu comme si on m'avait offert un puzzle, un casse-tête de 1000 morceaux. On m'a laissé les pièces, puis on est parti avec la boîte, et j'ai pas vu l'image.
Donc là, j'ai des pièces jaune-orange. Je commence par ça. J'essaie de Wow! les assembler. Là, j'ai les pièces bleues. Puis là, à un moment donné, je commence à distinguer. Bon, il y a l'air d'avoir une montagne. Là, je vois un toit d'une maison. Et finalement, l'image se construit au fur et à mesure avec les pièces, c'est les mots que j'ai trouvés dans des romans, dans mes lectures ou que j'ai entendus. Et c'est la meilleure façon que j'ai de pouvoir expliquer cette démarche pour ce livre-là. C'est fascinant, la démarche casse-tête, mais aussi ce il-là qui est au fond très, très, très personnel. Tu sais, il a changé de nom et de visage dans un chemin quelconque. Il casse les masques, une boîte d'allumettes à la main depuis qu'il manque quelqu'un. Donc, on a plein de petits indices sur le fait qu'il y a une contrainte à travers le recueil, mais on la sent pas. En tout cas, moi, il a vraiment fallu que je fasse attention. Ça m'a pris du temps la voir. C'était pas la première lecture du tout, au contraire. Puis, ce il-là, qui est au contraire du jeu, mais peut-être que ça permet... moi, une des choses que je pense de la poésie, c'est que dans les recueils, les pages, il y a souvent beaucoup d'espace dans la page. Mhm. Évidemment, le vert prend pas toute la page. Puis pour moi, cet espace blanc-là, ce blanc entre les mots, c'est pour que les lectrices et les lecteurs puissent pénétrer à l'intérieur du poème. C'est pour qu'ils puissent voir ce que ça leur fait à eux, puis qu'ils puissent aller chercher des émotions, les leurs, ou simplement une émotion qui leur fait parvenir du poème. Puis ça permet aussi à l'incompréhension face à certains poèmes de trouver sa place sur la page, de pouvoir créer des Mhm. espèces de blanc à travers, mais qui permettent finalement de tisser ça. Puis j'imagine que dans la salle, il y avait probablement quelques personnes qui étaient là hier à s'apparenter, qui étaient avec Rose Després, puis Nicole Brossard. Puis Nicole Brossard, depuis plusieurs années, elle milite pour ces pronoms-là. Elle a une conscience très, très aiguë des pronoms qui doivent changer de poème en poème et de livre en livre. Mhm. Elle discute souvent du je qui ne peut pas parler comme le il, qui ne peut pas parler comme le nous, puis qui donne un vocable au public et aux poètes complètement différent. Puis ça, c'est vraiment intéressant de jouer là-dessus. Puis, parfois, les livres n'appellent pas le je ou n'appellent pas le nous. Puis ça, c'est souvent, parfois, c'est des problèmes qu'on règle même chez l'éditrice ou l'éditeur à la fin. Oui. Ils sont comme, mais pourquoi il y a des on, puis des nous, puis des je, puis des tu? Je ne sais pas encore à qui je m'adresse. J'écris, je ne sais pas encore ça s'en va où. Puis ce il-là permet peut-être un, un, une certaine distance des cahiers d'écriture, donc de Mhm. l'espèce de journal quotidien, des carnets, Mhm. mais il permet aussi de plonger dans une certaine collectivité. Ce il-là est tout le monde. Ce il-là est collectif. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui se reconnaissent ou qui reconnaissent quelqu'un dans ce il-là, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui m'ont inspiré des images. Moi, je les reconnais. Et d'ailleurs, dans la lecture tout à l'heure, je regardais quelqu'un qui me connaît très bien en lisant telle image, et lui, il savait exactement de qui je parlais. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis amusé. Euh, je disais, bon, c'est tellement bien camouflé, je me ferai pas poursuivre pour diffamation, ou je risque rien, parce que c'est pas ça que c'est, mais quand même. Euh, Comme je disais, j'écris de mon expérience à partir d'elle seule, puis le il me permet de rajouter ce qui vient de l'imaginaire, qui est de la fiction. Et d'ailleurs, dans certains poèmes, je le dis, ceci est une mise en scène, ceci c'est de la fiction, pour, pour montrer de la distanciation. Puis je pense que le il m'a permis de me distancier par rapport au texte, alors que le jeu est beaucoup trop exigeant, puis le jeu demande un investissement de soi assez considérable. Donc, ce que je fais au quotidien dans mon carnet, je n'avais pas envie de le faire là, en poésie. Et moi, j'aime bien l'entendre, ce il, en le lisant, parce que je vois, j'essaie de m'imaginer un personnage qui pourrait contenir tout ça. Et il y a aussi Ricky Martin et Brigitte Bardot, à un moment donné, qui passent, mais je ne peux pas les nommer parce que, justement, il y a des R dans leur nom. On reconnaît peut-être pas Ricky Martin, mais on reconnaît Brigitte Bardot dans Chemin sans fin, d'ailleurs, que j'ai lu hier soir. Puis pour revenir à la contrainte, puis on pourra passer à autre chose, j'ai essayé, moi, les premiers poèmes ici à Caracat, juste à côté, dans l'autre salle, au café Le Grain de Folie, où nous nous trouvons.
Et je ne l'ai pas dit à personne. Et à la fin, je leur ai dit, avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas de R? Et personne n'avait remarqué. Non. Puis, je l'ai essayé aussi à Dieppe au mois de novembre, dans le cadre du Salon du Livre. Là, j'avais dit qu'il y avait une contrainte. Mais tout le monde, après, sont venus me voir, bien dit, on a oublié que tu nous avais dit ça parce qu'on ne le remarque pas. Alors, ça, c'est aussi très, très, très intéressant. Il y a une consonne, quand même très sonore, qui disparaît tout d'un coup et personne ne s'en a aperçu. Fait que je pense que c'est là qu'on ne voit pas le fil blanc, tous les efforts du poète derrière son texte. Et dans ce sens-là, ben, je m'auto-félicite parce que je me suis... Et non seulement ça, parce que comme je vous dis, je me suis inspiré de toutes sortes de monde. Puis quand je vois telle personne passer, ben, j'ai envie de rire, mais je me dis, ah non, c'est pas publiable. Jamais je vais publier ça. Et quand j'ai lu à Dieppe, j'ai vu la réaction tant des poètes qui partageaient la scène avec moi que le public. Donc, je suis arrivé à la maison, à l'adrénaline collée au plafond, surtout que là, on était en phase jaune, on savait qu'on avait une fenêtre de quelques jours pour sortir de chez nous, pour avoir une vraie soirée de poésie avec du vrai monde, dans une vraie place. Et le lendemain, j'ai dit là, avant de revenir sur ma décision, j'ai fait passer la commande de la couverture et j'ai inscrit mon livre chez le distributeur. Je l'ai inscrit à l'imprimerie. J'ai dit, je ne peux plus reculer. Là, maintenant, je suis pris pour le publier. Et je suis bien content parce que je pense que le résultat fonctionne. Ça fait pas un peu. Je Tellement. peux me le permettre de me le dire à mon âge, puis là où je suis rendu, que finalement je l'aime bien et pour l'avoir retenu pendant quelques mois, même 2 ans. Euh, et c'est ça aussi, écrire pour soi, on le fait. On a toujours l'impression que quelqu'un lit par-dessus notre épaule, ou on s'imagine dans un salon du livre, on s'imagine ici à Caraquette au Festival de poésie, veut pas au fil du temps, on pense à la réception critique de ce qu'on écrit. Alors que dans ce cas-ci, je l'ai écrit pour m'amuser. Il y avait cette dimension-là qui était nouvelle. Le plaisir du texte, je reviens à Roland Barthes, il y a quelque chose de sensoriel dans le texte, une sensualité, et ça me permettait de, malgré cette contrainte, ça me permettait de quand même d'assurer un texte avec des aspérités, pas varloper tout plat, tout uniment plat, mais en laissant dépasser des affaires. Et comme je dis, c'était un bon exercice parce qu'en fait, ça devait être un livre sur le deuil. Il manque quelqu'un, c'est pas juste une seule personne. Il y a 2 ou 3 personnes là-dedans. Donc, l'obsession de l'absence, les chaises qui Oui. basculent dans les coins, les chaises vides, les chaises berceuses sous la pluie qui sont vides. Donc, l'absence est omniprésente. Il y a une obsession de l'absence et de la perte. Et je ne voulais pas retomber dans l'écriture du deuil et de la perte. Et ça a été pour moi une façon de sublimer ça et de passer à travers en riant. Et aussi, bon, c'était la métaphore du village et la métaphore de la maison. Il ne reste plus rien d'un certain passé. Et ça fait partie aussi, moi, j'ai pas vécu de crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Mais la soixantaine, ça m'a frappé comme un coup de 2 par 4 dans le front que j'ai pas vu venir. Oh boy! Ça fait que il y avait tout ça et c'était un petit peu faire table rase de toutes les blessures du passé accumulées pour commencer un autre cycle de 30 ans, parce que là, je considère que c'est mon troisième cycle, puis c'est au moins 30 ans. C'est même pas 20, 30 ans, ouais, let's go, on est prêt. Et ça m'a permis vraiment de passer à travers tout ça, puis de questionner aussi, comme je dis, j'écris à partir de de mon expérience, donc il y avait des images de l'enfance qui étaient là, qui attendaient que je les prenne, elles m'attendaient. Et donc, ben voilà, c'est comme ça que le texte s'est construit petit à petit. Il y a plein de choses sur lesquelles je veux rebondir là-dedans. Mais premièrement, c'est vrai que nous autres aussi, on te félicite parce que la contrainte, on ne l'a pas vue. Puis peut-être qu'elle vient de cette espèce de tabula rasa, table rase, là, du fait qu'on est tombé directement dans l'enfance, dans l'inspiration de nos vies, ce qui arrive très souvent en poésie, tu sais. Puis même le jeu en poésie n'est pas nécessairement un jeu auto-fictionnel, c'est Mhm, un mhm. jeu qui parle, mais souvent il sert de plein d'expériences puis de plein de fictions autrement. Mais il crée quelque chose de complètement différent, puis possiblement que effectivement il a permis plus de liberté, mais c'est aussi une espèce de pronom qui est venu chercher quelque chose de complètement différent, tu sais. Puis je suis vraiment
contente qu'on t'ait entendu sur le deuil, sur la perte, Mhm. sur l'absence, parce que c'est vrai que ça traverse le recueil, mais de l'avoir mis d'une manière aussi ludique, puis parfois en colère, même si ça reste très joyeux, ben, peut-être que ça nous a fait oublier ça, mais c'est vrai que définitivement, là, ça hante le livre, mais pas d'une manière pesante, comme on écrit Mhm. souvent le deuil en poésie, d'une manière complètement différente. Puis ça, c'est quelque chose qui était frappant, je pense, à travers et Chemin cassé et Chemin sans fin. Puis, je veux qu'on dise au public comment ça, c'est important. Tu as mentionné que tu avais cassé des textes. Moi, j'emploie l'expression casser des textes quand on essaie les textes pour la première fois sur une scène, là, comme on casse des chaussures. Là. Donc, casser des textes sur différentes scènes. Puis, on est en année de pandémie pour les poètes, surtout les poètes qui s'intéressent beaucoup à la voix, puis à ce que le texte fait dans l'espace public, dans le public, sur la scène. Ça a été assez difficile parce que ce qu'on a enregistré pour que le public puisse le voir en différé, puis sur Internet, c'est pas pareil que d'être dans une salle. Parce que la salle respire le texte qu'on lit. Puis on voit où ça bloque, on voit où ça casse, on voit où c'est prêt. Puis je pense que c'est comme ça, à Dieppe puis à Caraquette, que tu t'es dit, OK, là, je le lance dans l'univers, là, c'est presque pressé maintenant, le livre s'en va. Ça m'amène à un autre point, Serge Baptiste, l'idée que tu as dit, puis c'est qui tu es, que tu as dit que tu as mis le livre chez les distributeurs, chez les éditeurs, que tu l'as annoncé, parce que ben, tu es aussi directeur littéraire. Puis ça, c'est une question qui m'obsède, cette idée-là des gens qui travaillent en poésie. Parce que je me pose toujours la question, puis je ne suis pas certaine s'il y a une réponse. Je me pose toujours la question en choisissant la poésie, en choisissant d'éditer des gens, de travailler des livres, de travailler dans le milieu d'édition, de travailler pour la poésie, par la poésie, dans la poésie. Est-ce que ça trahit nos poèmes? Est-ce que ça l'enlève du temps d'écriture ou est-ce que ça vient d'une manière conjointe puis ça fonctionne ensemble? Je pense que ça va main dans la main, sauf que mon recueil précédent, je l'ai fait lire par trois jeunes millénarios qu'on appelle. Donc, Gabriel Robichaud, Sébastien Bérubé et Catherine Pion, avec l'autre Catherine dont je parlais tout à l'heure, avec qui je travaille. Oui. Donc, je voulais avoir leur point de vue. Celui-ci, je viens de confier la direction de la collection Poésie des éditions Personnage à Émilie Turmel. Donc, Émilie a lu mon manuscrit, elle l'a noté, elle m'a renvoyé faire mes devoirs. Et je la remercie beaucoup pour ça, parce que, évidemment, c'est intimidant pour quelqu'un au début de la trentaine qui a publié deux recueils de poésie, d'avoir la responsabilité de remettre l'éditeur à sa place, un poète déjà connu à sa place. Et elle a fait un travail extraordinaire et j'ai suivi toutes ses directives. Donc, c'est très important pour moi, même rendu où je suis là, de me faire lire. Puis j'aime me faire lire par des jeunes, pas des gens de ma génération qui me connaissent déjà trop personnellement et qui peut-être se garderaient une petite gêne. Hein. J'ose pas lui Ouais. dire, ben là, ici, ton subjonctif est imparfait, là, tu trouves pas que tu beurres épais. Ben, Émilie me l'a dit, alors que d'autres peut-être me l'auraient pas dit. Et j'ai remarqué qu'elle fonctionne comme moi par question. Moi, quand je travaillais avec des poètes ou des romanciers ou des essayistes, c'est pas. Je les mets devant leur choix. Je questionne leur choix pour voir si leur choix est conscient et s'ils peuvent défendre leur choix. Parce que je me mets à la place de quelqu'un à la radio ou à la télé qui les interviewe et je leur pose une question piège et je veux savoir ils peuvent se défendre et s'ils sont conscients de leurs moyens. Donc, c'est ma façon de travailler comme directeur littéraire et ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit, mon flair, mon intuition était bonne en choisissant Émilie parce que, justement, elle a mis le doigt exactement sur des passages qu'à la lecture, j'étais pas certain. J'avais une espèce de petit malaise. Puis là, à un moment donné, tu le sais, on n'a plus de distance par rapport à nos textes. Ça arrive à tout le monde qui écrit. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, peu importe si c'est ton deuxième ou ton 22e livre. Et il y a des écrivains qui ne prennent pas ça, qui pensent que parce qu'ils ont une feuille de route, c'est comme ça que ça se passe et je ne touche plus à rien. C'est leur affaire, puis c'est bien correct et je respecte ça. Mais il y en a d'autres que, au contraire, c'est trouve-moi quelque chose, dis-moi pas que je veux juste m'améliorer ou je veux amener, pas le texte plus loin,
mais l'amener ailleurs, selon ce que la personne est capable de faire. Donc, je vois les forces et les faiblesses de la personne et j'impose jamais, jamais, jamais rien à un poète ou à un écrivain que je publie. Euh, et c'est pour ça que j'essaie aussi de faire en sorte que quand je publie quelqu'un, je ne veux pas qu'on voit le labeur, les efforts, ce qu'on appelle entre nous les fils blancs qui tiennent le vêtement ensemble. Et ça, c'est difficile. Ben, là, comme on a dit, la contrainte, on ne l'entend pas. Donc, je peux présumer que c'est réussi parce qu'on ne voit pas tout le travail d'écriture qui a été fait. Donc, j'essaie d'amener les écrivains que j'accompagne au même résultat. Et c'est sûr que c'est très difficile parce que quand on fait de la lecture comme loisir, moi, je pense que la force de la littérature, c'est quand tu lis un livre, tu oublies que tu es en train de lire. Tu oublies que tu es assis en train de tenir un livre, tu oublies que tu tournes les pages, tellement tu es dans un autre univers. Et c'est comme ça qu'on a des auteurs préférés et des poètes préférés, parce que on nous fait oublier le geste de lire. Et c'est très difficile pour moi parce que je travaille avec la langue depuis des années, des années, des années, et je suis fasciné par la langue. Toute la fin de semaine, j'ai dit à des gens, moi, la langue française, c'est même pas une question d'émotion ou d'affect. Je suis comme un mécanicien devant le moteur d'une locomotive et je veux savoir comment chaque pièce fonctionne, où elle va, si ça bloque à cause de quoi. Et je me souviens qu'avec une poète, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu as un verbe au pluriel et un seul sujet. Alors, où c'est qu'est l'autre sujet? Tu me trouves un sujet où on met le verbe au singulier. Elle me parle, ben, tu sais, dans la phénoménologie de Husserl, je dis non, 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 on va s'arrêter là. Je t'ai posé tu me trouves un sujet où on met le verbe au singulier, point à la ligne. Donc, moi, c'est moins le contenu du poème ou du livre qui m'intéresse. Quelqu'un me dit, ben, mon prochain, là, tu n'aimeras pas ça à cause de ce que je parle. Je dis, non, si tu l'as bien écrit, ça va m'intéresser. Moi, je me fous de ce que tu dis. Alors, c'est cette réaction-là que j'ai par rapport à la langue. Et pour moi, c'est vraiment un défi de trouver des auteurs qui me font oublier que je travaille. Et c'est pourquoi, quand j'ai écrit aussi ce livre-là, il faut dire que euh, bon, j'ai voyagé à Cuba 7 fois en à peu près 3 ans, puis des longs séjours. Et je me suis intéressé, mon petit frère est un très grand lecteur, et c'est lui qui m'a initié à la littérature cubaine, au roman cubain, traduit en français bien entendu, parce que je ne pourrais pas les lire en anglais. J'ai lu une quarantaine de romans en 3 ans, de Wow. romans cubains, et toute l'œuvre de Reynaldo Arenas, qui lui, c'est le délire total. Là, je veux dire, c'est comme ma scène de la folie que je viens de lire, là, qui a été inspirée par ça. Et Gabriel Garcia Marquez, chaque fois que je le lis, j'oublie qui je suis, j'oublie que je suis éditeur, j'oublie que je suis écrivain. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cet auteur-là. Et là, je viens de découvrir un Espagnol, Carlos Ruiz Zafón, Le cimetière des livres oubliés. Je suis en train de lire L'ombre du vent. Et ça marche. J'ai lu 300 pages, je ne m'en suis pas aperçu. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, c'est ce que je cherche, moi, en littérature. Puis quand un écrivain m'arrive avec un manuscrit et que ça me fait cet effet-là, que je suis rendu, j'ai fait 20 pages, mais je n'ai pas utilisé mon crayon rouge, je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça rentre aussi dans l'intuition de l'éditeur. C'est difficile de départager mon travail d'éditeur et celui d'écrivain. Parce qu'il faut se servir sa propre médecine aussi. Puis il faut être aussi ouvert à la critique que les gens qu'on publie. Alors, mais c'est une aventure absolument fascinante. Puis je pense que je ne ferai rien d'autre dans la vie. Je suis content que ça fasse aussi autant d'années que je m'y consacre. Mais je suis tellement d'accord avec cette idée-là que la force de la littérature puis de la poésie, c'est de nous plonger à l'intérieur. On a l'impression que la maison dont on nous parle, le terrain de la ferme, la chaise vide, elle est devant nous. Puis parfois, quand on referme un recueil ou un livre, on s'ennuie Ouais. du jeu, du il, on s'ennuie de la personne qui nous a accompagnés là-dedans parce qu'on est vraiment devenu proche. Là. C'est quelqu'un qui fait maintenant partie de notre vie alors que c'est un pronom romancé, là. C'est de la fiction. Puis ça change des choses. Puis c'est vrai que le travail de l'édition, de la direction littéraire est un travail tellement important. Puis je pense que
on dirait qu'on est dans une nouvelle phase. Tu sais, il y a eu plusieurs maisons d'édition qui sont nées ou qui ont commencé à Mm. changer les choses ou qui ont changé de direction littéraire, qui sont allés chercher des nouvelles directions littéraires, des nouveaux directeurs, directrices de poésie. Puis ça remet le travail de l'éditrice, de l'éditeur, de la direction littéraire au cœur des choses. Cette idée-là que, bien sûr, c'est toi qui as écrit, et Mm. c'est très bien. Ton livre, ton recueil est prêt, est en chantier. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Puis de fonctionner par question comme ça permet non seulement de défendre, mais ça permet aussi de tenir son point. Mm. Mhm. Parce qu'on peut dire à notre éditrice, éditeur, on peut dire quand quelqu'un relit nos poèmes, nos lectrices, nos lecteurs, quand on est sur la scène aussi. On demande aux gens, OK, j'aimerais ça que vous focussiez là-dessus. On demande quelques amis dans la salle. Puis quand on revient, ben voilà, as-tu entendu ça? As-tu entendu ça? Ça permet toujours ce texte en travail-là. Puis ça, c'est important. Puis comme lectrice, lecteur de poésie et de livres en général, on le sent quand le travail éditorial a glissé ou qu'il n'y en a pas eu assez. On est comme, Mm. ah, Mm. on le sent parce que c'est ça aussi notre travail de lectrice et lecteur. Le moment où le travail d'édition n'a pas été soutenu, c'est le moment où on déplonge de l'univers dans lequel on était. C'est le moment où on en sort, puis où ça crée des petites secousses, donc bien sûr. Puis je sais, pour les gens qui sont dans la salle, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont aller au spectacle de ce soir pour le 25e du festival. Puis je sais que Émilie Turmel est sur place. Donc, vous allez pouvoir l'entendre lire elle-même ses propres poèmes. C'est quelqu'un que j'ai connu un petit peu avant son premier recueil. Les poètes, on se connaît pas, hein. Je sais qu'on a l'air de tous se connaître de Mhm. l'extérieur, mais c'est pas une clique secrète. C'est que la poésie, c'est pas tout le monde qui s'y intéresse. Donc, quand on s'y intéresse, on va à un lancement, on lit un livre, on va à un festival, puis on finit par les rencontrer, les poètes. Mais tout le monde est bienvenu, bien entendu. Donc, Émilie, je l'ai connue quand elle était à Québec avant son Mhm. premier livre. Puis déjà, quand elle parlait de poésie, elle avait déjà ce travail d'éditrice-là en elle. Elle était déjà capable de poser les bonnes questions. Donc ça, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui, dans son parcours, fait une job pour laquelle elle est faite. Puis je pense que Voilà. c'est le cas pour toi aussi, Serge Patrice. Tu sais, ton travail d'édition est incroyable. Puis Merci. tous les poètes qui ont travaillé avec toi le disent parce que justement, on pose les bonnes questions. Puis ça, c'est important. Puis une des choses que j'admire, c'est que dans ta propre poésie, tu sois capable de te faire poser les questions. Puis ça, comme lectrice-lecteur, ben, ça paraît parce on a plongé dans ce recueil-là. Là. On a fait un si beau voyage. Mais merci, puis je vais Une- faire une petite annonce aussi parce qu'on se prépare à diffuser en septembre une série de balados. Euh, c'est un entretien entre Georgette Leblanc et moi, donc qu'on a fait au mois de juin, qu'on a enregistré. Ça va être 6 petits épisodes. Et j'aimais beaucoup le regard de Georgette, puis on se connaît, puis je travaille avec Georgette depuis 15 ans. Et je trouvais que c'est elle qui pouvait me poser les questions que je voulais entendre. Et c'était très spontané, très rafraîchissant. C'est pas dans le style qu'on entend généralement. On l'a fait par amitié, par aussi collégialité, parce qu'on est des collègues, on s'intéresse à tout ce que les problématiques autour de l'écriture de la poésie. On s'est parlé de la vie, donc on vous annoncera ça là, au mois de septembre quand on diffusera les balados. C'est des courts épisodes de 6-7 minutes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aussi aidé à avoir un autre regard sur ce texte-là, puis sur une certaine pratique. Et tu disais que les gens pensent qu'on se connaît tous les poètes et que c'est pas vrai. C'est très juste. Et c'est pour ça que c'est important, les festivals comme celui-ci. Parce que ça nous permet justement d'échanger, de voir ce que les autres font, d'entendre ce que les autres font. Euh, Puis c'est clair aussi que c'est pas tous les poètes qui sont à l'aise de lire sur une scène. Oui, Ça demande beaucoup d'engagement. C'est très difficile, très, très difficile pour ceux qui n'ont pas de formation en théâtre ou comme artistes de la scène. Puis là, aujourd'hui, la poésie, ben, c'est surtout du spectacle. J'ai absolument rien contre. D'ailleurs, ça a donné un nouveau souffle à la poésie, la absolument. spectacularisation de la poésie.
Mais il y a toujours des avis partagés après des soirées de poésie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent, ah, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de musique, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de Ouais. visuel, juste entendre la voix des poètes. Donc, j'ai entendu, je suis très, très, très à l'écoute des gens, du public. Et une autre chose que j'ai apprise avec quelqu'un que j'admire énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Monsieur Gaston Bellemare du Festival de poésie de Trois-Rivières. Ouais. Je l'ai accompagné en Colombie pour un festival de poésie. Et évidemment, moi, j'étais sur scène avec les gens. Puis en Colombie, là, on lit devant 5 6 000 personnes, là. Wow. C'est pas comme ici, là. Et quand on entre, c'est un amphithéâtre avec 2 000 élèves. On est 4 poètes à une table. Ils ont tous décoré avec notre nom. On a un cadeau personnalisé devant nous. Puis là, on a 2 000 élèves. Ouf! Et ils nous font un spectacle qui dure 2 heures avant notre lecture. Donc, danse, chant, tout, ils viennent de partout, sont costumés, tu dis, mon Dieu! Et ça dure environ 4 heures, un truc, là, quand on a un truc au programme au festival. Et après, ils ont tous le programme avec nos photos. Et quand on a fini, ils débarquent des estrades, puis ils se mettent à courir vers nous autres, 2 000 élèves, puis là, on était là tous les quatre. Et ceux qui ont oublié leur programme, ils se font signer l'avant-bras. Et là, il faut qu'on signe pendant des demi-heures, des demi-heures. C'est complètement autre chose. Et quand c'est à l'extérieur, dans des parcs, c'est la foule totale. Et je voyais M. Bellemare se déplacer. Il écoute pas les poètes, il regarde la réaction du public. Et là, par rapport à qui est en train de lire, et c'est comme ça qu'il choisit les poètes qu'il va inviter à Trois-Rivières. En fait, je ne vais pas parler pour lui, mais pour lui, la réaction du public, le respect absolu pour le public, c'est ce qui fait que j'admire beaucoup Gaston. C'est le public passe avant tout. Donc, s'il voit qu'un poète a une bonne réception, ou il voit chez les gens, il dit bon, ben, puis c'est comme ça qu'il réussit à choisir une grande diversité, je pense aussi, de poètes. Et on a beaucoup discuté pendant la semaine qu'on a passée ensemble. Alors, il m'a ouvert les yeux là-dessus, à quel point c'est très important de respecter les choix du public. Moi, il y avait un poète, la personne, je l'adore, mais je n'étais pas certain de son texte, donc j'étais vraiment hésitant. Et quand j'ai vu le poète lire sur scène, je pense que c'était la soirée de poésie Gérald Leblanc dans le cadre de Cadiroc, j'ai vu la réaction des gens. Ouais. Là, en coulisses, j'ai dit, je vais relire ton texte, là, je vais te réécrire cette semaine. Et puis, effectivement, j'ai vu qu'est-ce qui se passait dans le texte que je n'avais pas saisi. Et le public m'a aidé à saisir les textes de ce poète-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important d'avoir cet espace de diffusion que sont les festivals, les scènes, dans toutes sortes de cultures différentes, pour avoir un autre regard, une autre approche envers la poésie. Ah oui, c'est tellement important. Le public de poésie, il nous apprend beaucoup. Puis je pense que ce que Gaston Bellemare fait, lui, il est au Festival international de la poésie de Trois-Rivières, c'est la job de l'éditeur d'un festival. Je pense que Jonathan Roy à Caraquette, c'est ça Mhm. qu'il fait. Michel fait ça pour le Festival international de littérature. Isabelle Courteau a fait ça jusqu'à tout récemment pour le Festival de poésie de Montréal. Leur job d'éditeur, d'éditrice, plutôt que d'éditer les livres, c'est de voir ce qui se passe avec les poètes, c'est de visiter différents festivals, différentes lectures, d'entendre les textes à l'extérieur du livre. Puis c'est comme ça aussi que ça permet de choisir justement plein de poètes à présenter à ton public, à toi, à ton public de ton festival, parce que tu as ouvert, encore plus que la lecture des livres, tu as ouvert aussi à ce qui se passe Mhm. quand le texte est lu. Puis ça, souvent, on l'avoue, là, comme lectrice, lecteur de poésie, des fois, ça nous oblige à replonger dans un recueil qu'on n'avait vraiment pas aimé ou qui nous avait pas du tout touché. Puis là, on l'entend sur scène, puis on est comme ah, j'ai mal lu, Mhm. j'ai pas bien entendu, j'ai pas compris, je me suis pas laissé toucher aux bons endroits. Puis ça aussi, hein, c'est quelque chose qui fait beaucoup grandir. Puis c'est quelque chose qui, pour moi, arrive pas beaucoup ailleurs qu'avec la poésie. Ça arrive moins en BD, en roman, en série, en film. C'est quelque chose qui appartient à la poésie parce que la poésie bouge beaucoup, parce qu'elle a l'espace de respire pour faire entrer les gens. Donc, elle permet d'être lue autrement, Mhm. différents moments, avec différents contextes.
Donc, je pense que ça serait la question, c'est une question piège, là, je te l'avoue d'emblée. Pour terminer notre entretien, euh, 22 livres, éditeur de poésie, poète, voyageur en poésie, carnet de poésie. Pourquoi la poésie? Oh, bah, puis je me souviens qu'adolescent, j'aimais pas la poésie, puis j'aimais pas sur les rimes et tout Hein? ça. Hein? Et Oui, je dois avouer que je suis arrivé à la poésie par par la chanson, c'est-à-dire ce que Jean Ferrat a fait avec la poésie d'Aragon, ce que Léo Ferré a fait avec oui, Baudelaire et Rimbaud, Prévert. Alors c'est comme ça que je me suis intéressé à la poésie en l'entendant chanter les grands poètes français du 20e siècle oui. et du 19e. Et ça m'a amené à la lecture de la poésie. Et tout ça est arrivé au moment où je commençais mes études universitaires en littérature. Alors, la poésie, ça a été graduel. Et comme j'ai eu une formation structuraliste, c'est ce qui explique mon premier recueil, très déconstruit, qui avait très, très surpris à l'époque, parce que justement, à l'Université Laval, c'était une approche structuraliste. On faisait davantage de linguistique qu'on faisait de la littérature. On étudiait la littérature, ça m'avait désagréablement surpris, mais je suis devenu fanatique de la linguistique par le fait même, mais mon approche de la langue vient de là. Mais pour la poésie, bon, j'aime pas la réponse un peu toute faite, puis un échappatoire quand on dit j'ai pas choisi la poésie m'a choisi. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Mais peut-être à force de l'entendre, puis je dois dire que les poètes des Herbes Rouges m'ont beaucoup Oui, influencé au début. Je vous ai parlé de Roger Desroches tout à l'heure, mais Roger Desroches, François Charon, André Roy pour la poésie gay. Euh, oui, tu sais, Monsieur Désir, son personnage qu'il avait créé de Monsieur Désir. oui, absolument. Et c'était quoi, là, les passions du samedi soir, où tu as des scènes dans les saunas gays et tout ça. Moi, j'étais plus ou moins scandalisé. J'avais 19 ans, 20 ans, puis je commençais à m'assumer. Et j'ai vu que, oui, la poésie permettait de dire ça aussi. Et bon, le langage déconstruit des poètes des Herbes Rouges, je suis devenu un fidèle de Normand de Bellefeuille, qu'on a failli Oui, accueillir 2 ans passés ici. J'aurais aimé ça, c'était moi qui devais m'apparenter avec Normand. Parce que j'ai tout lu de Normand de Bellefeuille, comme de Roger Desroches et de Jean-Marc Desjeans aussi, qui maintenant, lui, est oui, passé chez d'autres éditeurs. Mais ces gens-là ont été des grandes figures et Denise Desautels, faut pas l'oublier, m'a beaucoup marqué au début des années absolument. 90 chez les femmes. Beaucoup et encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on entend Denise Desautels, on ne peut plus la lire de la même façon. C'est pas possible. Donc, La voix reste. je pense que c'est au contact des poètes, peut-être plus au contact de la lecture, qu'au contact de la lecture, mais au contact des Oui, poètes, puis de l'incarnation. En fait, la poésie, c'est peut-être l'incarnation d'un genre de la littérature, plus que le roman, plus que l'essai, plus que les autres formes. Ça permet au texte de s'incarner, de prendre chair, d'avoir un corps. C'est peut-être ça. oui. Mais là, pour te rassurer, je vais rebondir là-dedans. Je suis en train de, là, j'ai débloqué, je travaille à un essai littéraire. Et évidemment, il faudra bien que j'en parle. Ça fait que ça me permettra d'approfondir cette question-là de mon rapport avec la poésie parce que ça fait longtemps, ça fait 40 ans. Oui. Alors, je me souviens plus trop du début et mes carnets de l'époque sont aux archives nationales. Donc, il faudrait que je retourne ou que je leur demande de me faire des copies. Il nous reste 2 minutes, Catherine. Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on va pouvoir voyager? On se revoit bientôt, c'est sûr. L'Acadie, c'est la première sur ma liste. Tu sais, moi, mon cormier est resté bien Hein? ancré par mes racines, par mon grand-père. Donc, c'est sûr, je vais venir vous voir, Caraquette, je vais venir vous voir, Moncton. Merci de m'avoir laissé être avec vous par vos écrans. Merci pour cette conversation-là. Il y a plein de choses qui m'ont touchée puis auxquelles je vais réfléchir. On a hâte de lire cet essai-là qui va retracer le pourquoi de la poésie. Puis merci tellement au Festival de poésie Acadien Caraquette. Merci Jonathan, merci public. Comme vous avez entendu, c'est par vous puis pour vous qu'on écrit comme ça, là, 40 ans et plus. Merci beaucoup, Catherine, aussi d'avoir Merci accepté. Serge Patrice, merci tellement.